Quelques heures avant le mariage de mon frère, un message cryptique m'a averti, « N'y va pas, vérifie le garage de ton mari. » J'ai pensé que c'était une blague. Jusqu'à ce que j'ouvre la porte. Alors je me suis figé. Je m'appelle Ale Montgomery et j'ai 32 ans. Il y a 2 semaines, je n'éprouvais que de l'enthousiasme à l'idée du mariage de mon frère Jason. Malgré nos 4 ans d'écart, nous avons toujours été inséparables. Tout a changé lorsque j'ai reçu un texto mystérieux d'un numéro inconnu, « Tu dois vérifier le garage de la maison de tes parents avant le mariage. » Tout n'est pas ce qu'il paraît. Ces mots allaient complètement briser le monde de notre famille. Avant de plonger dans ce cauchemar, laissez un commentaire pour me dire d'où vous me regardez, et cliquez sur le bouton d'abonnement si vous êtes prêts pour une histoire de secret de famille qui a failli tous nous détruire. Le trajet de retour vers la maison de mon enfance à Westport, dans le Connecticut, était empreint de nostalgie. Les fleurs de printemps s'épanouissaient le long des routes sinueuses menant à la maison de style colonial où j'avais grandi. Mes parents l'avaient magnifiquement entretenue au fil des ans, la peinture blanche étincelait toujours, le jardin était méticuleusement soigné. C'était le décor parfait pour les préparatifs du mariage. Alors que je me garais dans l'allée, maman s'est précipitée hors de la maison avant même que je ne puisse couper le moteur. Allez, enfin. Elle m'a serré fort dans ses bras, le parfum familier de sa lavande faisant remonter un flot de souvenirs. Nous t'attendons depuis ce matin. Jason et Stéphanie sont arrivés il y a tout juste 1 heure. Papa est apparu derrière elle, son sourire large sous sa moustache poivre et sel. Voilà ma fille, a-t-il dit en me prenant dans une étreinte vigoureuse. Bien qu'il soit semi-retraité de son cabinet dentaire, il était toujours aussi fort qu'avant. Où sont les futurs mariés, ai-je demandé en attrapant ma valise dans le coffre. Dans la cuisine, a répondu maman. Stéphanie discute encore du menu du traiteur. Il y avait quelque chose dans son ton, une légère tension qui a attiré mon attention, mais elle l'a rapidement masqué par un éclatant sourire. À l'intérieur, j'ai trouvé mon frère Jason appuyé contre le comptoir de la cuisine. À 36 ans, il avait toujours la carrure athlétique de ses années de natation à l'université, bien que ses cheveux foncés soient désormais parsemés de quelques fils d'argent. Lorsqu'il m'a vu, son visage s'est illuminé. Aïe! Il m'a soulevé dans un câlin tournoyant, comme il le faisait depuis que nous étions enfants. Mon Dieu, tu m'as manqué. J'ai ri, me sentant à nouveau comme la petite sœur. Ça fait 3 mois, drama queen. 3 mois de trop, a-t-il répondu en me reposant. C'est alors que j'ai remarqué Stéphanie qui nous observait depuis la table de la cuisine. Elle était incontestablement magnifique, grande, élégante, avec des cheveux blonds parfaitement balayés et le genre de silhouette qui suggère une pratique sérieuse du pilate. Elle portait une simple blouse couleur crème qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel à Boston. Allez, a-t-elle dit en se levant pour me faire un câlin délicat, veillant à ne pas se serrer trop fort. Tellement ravi que tu aies pu venir plus tôt pour nous aider. Je n'aurais raté ça pour rien au monde, ai-je répondu, remarquant que son sourire n'atteignait pas vraiment ses yeux. Ce soir-là, maman a préparé son célèbre poulet rôti. Alors que nous étions rassemblés autour de la table de la salle à manger, cette même table en chêne où nous avions célébré d'innombrables étapes familiales, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer de subtiles tensions. Papa essayait d'engager la conversation avec Stéphanie sur son travail dans la vente pharmaceutique, mais ses réponses étaient brèves, réorientant constamment l'attention sur les détails du mariage. Maman a proposé de la purée de pommes de terre à Stéphanie à 2 reprises, ce qu'elle a décliné les 2 fois avec un sourire crispé. Alors, allez, a dit Stéphanie pendant une pause dans la conversation, Jason me dit que ton entreprise de design d'intérieur est mignonne. Est-ce que c'est épanouissant pour toi? Il y avait quelque chose dans sa façon de dire, mignonne, qui le faisait sonner comme insignifiant. C'est plus qu'épanouissant, ai-je répondu calmement. Je viens de terminer un projet de rénovation d'une maison historique qui sera mis en vedette dans le magazine New England Home le mois prochain. Oh, comme c'est gentil, a-t-elle dit, son attention se déplaçant déjà. Jason, chérie, tu as appelé pour la location des éclairages. Le visage de Jason s'est légèrement décomposé. Je pensais qu'on avait convenu de faire ça demain. Je l'ai spécifiquement mis sur ta liste pour aujourd'hui, a dit Stéphanie, sa voix prenant une fermeté que mes parents ont fait semblant de ne pas remarquer. Ces prestataires sont très demandés, et si nous n'avons pas les guirlandes lumineuses que je veux, cela gâchera toute l'esthétique de la réception. Je le ferai à la première heure, l'a assuré Jason en posant sa main sur la sienne. Le Jason que je connaissais aurait répliqué par une plaisanterie,
mais cette version de mon frère semblait s'effacer légèrement sur sa chaise. Plus tard, alors que j'aidais maman à débarrasser la vaisselle, j'ai remarqué son silence inhabituel. « Tout va bien ?» ai-je demandé doucement. Elle a hésité, les mains plongées dans l'eau savonneuse. « Bien sûr, ma chérie. C'est juste le stress du mariage. Tu sais comment c'est. » Mais je ne savais pas. Aucun de nous ne s'était marié auparavant, et maman avait toujours été du genre à aborder les tensions directement. Cet évitement était nouveau. Cette nuit-là, alors que je m'installais dans ma chambre d'enfant, toujours décorée de trophées de natation et de photos encadrées de Jason et moi au fil des ans, j'ai pensé à ce texto mystérieux. En regardant une photo particulière de Jason me tenant par l'épaule lors de sa remise de diplôme, son visage rayonnant d'avenir, j'ai ressenti de l'inquiétude. Quelque chose ne tournait pas rond chez Stéphanie, dans toute cette situation, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Alors que j'étais sur le point d'éteindre ma lampe de chevet, mon téléphone a vibré avec un autre texto du même numéro inconnu, le temps presse. La vérité est dans le garage. 3e étagère, boîte à outils rouge. Je me suis redressé, totalement alerte. Ce n'était pas une farce aléatoire. C'était trop spécifique, trop insistant. Quiconque envoyait ces messages connaissait notre famille et savait quelque chose d'important, quelque chose qu'il estimait que je devais découvrir avant que Jason et Stéphanie n'échangent leurs vœux. Malgré ma fatigue due aux 6 heures de route, le sommeil m'a fui. Le message se rejouait en boucle dans mon esprit. Le garage avait toujours été le domaine de papa, un espace méticuleusement organisé où il gardait ses outils pour ses projets du week-end et stockait les décorations de fête. Quel secret pouvait bien y être caché? Et plus important encore, devais-je regarder? Une partie de moi voulait ignorer ces textos critiques comme la blague de mauvais goût de quelqu'un, mais une autre partie, celle qui avait remarqué les subtiles tensions du dîner, ne pouvait pas laisser passer. J'ai décidé de vérifier le garage le lendemain, ne serait-ce que pour avoir l'esprit tranquille. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de ma chambre, me réveillant après une nuit agitée. Les messages mystérieux pesaient toujours sur mon esprit alors que je descendais, trouvant la cuisine vide à l'exception d'un mot de maman disant qu'elle et papa étaient partis chercher le costume de Jason pour les ultimes retouches. Parfait timing, ai-je pensé. Tout le monde étant sorti, je pouvais vérifier le garage sans avoir à donner d'explication. J'atteignais à peine la porte menant au garage lorsque la voix de Stéphanie a retenti derrière moi. « Allez, te voilà. J'attendais que tu te réveilles. » Je me suis retourné pour la trouver parfaitement apprêtée en pantalon de yoga et débardeur ajusté, pas un cheveu ne dépassant malgré leur précoce. « J'ai vraiment besoin de ton aide pour les cadeaux des invités, » a-t-elle poursuivi en désignant la table de la salle à manger, désormais couverte de petits sacs en toile de jute, de rubans et de ce qui semblait être du savon artisanal. « Ta mère devait m'aider, mais ils ont dû faire des courses. »« Oh, ai-je dit, ma main quittant la poignée de porte. »« Bien sûr, je peux t'aider. Je dois juste attraper quelque chose dans le garage d'abord. » « Ça devra attendre, » a dit Stéphanie fermement. L'organisatrice de mariage vient à midi pour les récupérer, et nous sommes loin d'avoir terminé. À contre-cœur, je l'ai suivie jusqu'à la table et me suis assise. Pendant les 2 heures suivantes, nous avons noué de petits rubans autour de pains de savon et les avons glissés dans des sacs en toile de jute. Tandis que Stéphanie maintenait un commentaire ininterrompu sur les faux pas de mode de sa collègue Diana et sa déception face à l'incapacité du fleuriste à trouver des pivoines hors saison. « Tu sais, » a-t-elle dit en jetant un œil à mon t-shirt trop grand et mon short de sport, le dîner de répétition est un événement assez formel. Tu as quelque chose d'approprié à porter? Je ne voudrais pas que les photos manquent d'harmonie. J'ai avalé mon irritation. J'ai apporté une robe. Je pense pouvoir réussir à être présentable. Bien, a-t-elle hoché la tête. C'est juste que Jason a mentionné que tu as tendance à opter pour des tenues plus décontractées. J'ai tellement travaillé pour organiser un mariage sophistiqué. L'implication selon laquelle je pourrais leur faire honte restait suspendue dans l'air. J'avais toujours été fier de mon sens du style, cela faisait littéralement partie de mon travail en tant que designer d'intérieur, mais j'ai retenu ma réplique. Ce week-end ne me concernait pas. Pendant que nous travaillions, le téléphone de Stéphanie vibrait constamment. À chaque fois, elle le consultait rapidement, son expression indéchiffrable, avant de le reposer face contre table. Une fois, après avoir lu un texto, elle s'est excusée brusquement et a passé un appel à voix basse depuis la véranda. Lorsqu'elle est revenue, son sourire semblait forcé.
Lorsque Jason et mes parents sont rentrés, nous avions terminé les cadeaux des invités, et ma possibilité de vérifier le garage s'était envolée. Jason semblait fatigué, les cernes sous ses yeux suggérant qu'il ne dormait pas bien non plus. Tout va bien, lui ai-je demandé doucement alors que Stéphanie guidait l'organisatrice de mariage à travers une liste détaillée d'instructions. Ouais, juste les préparatifs du mariage, a-t-il dit, mais sa chaleur habituelle était éteinte. Steph a des exigences élevées. Parfois, c'est dur de suivre. Tu me sembles différent, ai-je tenté. Tu es heureux, Jess? Quelque chose a traversé son visage, une hésitation, avant qu'il ne la masque par un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Bien sûr que oui. Stéphanie est formidable. J'ai de la chance qu'elle m'ait choisi. Qu'elle l'ait choisi. Le Jason que je connaissais n'aurait jamais formulé les choses ainsi. Mon frère avait toujours été confiant, sûr de lui. Cet homme à côté de moi semblait diminuer d'une certaine façon. Plus tard dans l'après-midi, alors que chacun se dispersait pour gérer diverses tâches, j'ai surpris des voix élevées venant de la chambre d'amis où logeaient Jason et Stéphanie. Je me suis arrêté dans le couloir, peu fier d'écouter aux portes, mais trop inquiète pour m'éloigner. Tu avais promis que tu leur dirais, s'est sifflé Stéphanie. Je le ferai, mais pas maintenant, a répondu Jason, sa voix suppliante. Ce n'est pas le bon moment. Quand sera le bon moment? Après le mariage, une fois que les cadeaux seront déposés en sécurité. Ce n'est pas juste, a dit Jason. Tu sais que ce n'est pas une question d'argent. Tout ce que je sais, a répondu froidement Stéphanie, c'est que tu as fait une promesse. Si tu ne peux pas tenir celle-ci, comment puis-je te faire confiance pour tenir tes vœux? La conversation s'est arrêtée net et je me suis rapidement retiré dans ma chambre avant que l'un d'eux ne sorte. Leur dire quoi? Que cachait Jason? Au dîner ce soir-là, j'ai essayé de parler à mes parents de mes inquiétudes, attrapant maman seule dans le cellier. Maman, ai-je chuchoté, est-ce que tout va bien entre Jason et Stéphanie? Il me semble tendu. Elle s'est affairée à réorganiser des pots d'épices qui étaient déjà parfaitement alignés. Tous les couples ont le trac avant le mariage, ma chérie. Maman, ça me semble être bien plus que du trac. Tu n'as pas remarqué à quel point Jason est différent avec elle? À quel point il ne s'affirme presque plus? Maman a soupiré, croisant enfin mon regard. Parfois, a-t-elle dit prudemment, nous acceptons des choses que nous ne devrions pas pour les gens que nous aimons. Avant que je ne puisse insister, papa l'a rappelé dans la salle à manger. Son commentaire énigmatique m'a accompagné tout au long du dîner, où Stéphanie a dominé la conversation avec des explications détaillées sur sa vision du mariage et de subtiles critiques envers le personnel de la salle de réception. Cette nuit-là, un troisième message est arrivé, demain, il sera trop tard. Les photos ne mentent pas, en fixant mon téléphone dans l'obscurité, j'ai pris ma décision. Je devais voir ce qu'il y avait dans cette boîte à outils rouge. Une fois que tout le monde serait endormi, j'irai vérifier le garage. La maison s'était enfin tue vers minuit. Je me suis glissé hors du lit, grimaçant à chaque grincement des vieux planchers sous mes pas. Armé de la seule lampe torche de mon téléphone, j'ai descendu les escaliers, veillant à sauter la troisième marche à partir du bas qui avait toujours annoncé nos tentatives d'adolescents pour sortir en douce. La porte du garage a émis un léger frottement en la poussant, et je me suis figé, écoutant le moindre signe indiquant que j'avais perturbé le sommeil de quelqu'un. Rien, seulement le tic-tac familier de l'horloge comtoise dans le couloir. Le faisceau de ma lampe a balayé le garage, éclairant le chaos organisé du domaine de mon père. Le établi de papa se dressait contre un mur, les outils suspendus en formation précise au-dessus. Les voitures de la famille étaient garées dans l'allée pour laisser de la place au matériel de mariage, laissant le sol en béton libre, mais encombré de cartons de décoration. L'étagère se trouvait contre le mur du fond. 5 étagères métalliques contenant de tout, des pots de peinture aux décorations de Noël. Je me suis approché, mon cœur battant de manière irrationnelle. C'était le garage de mes parents. Il ne pouvait rien y avoir de sinistre ici. La troisième étagère était à hauteur des yeux, remplie d'ornements de Noël, de vieux documents fiscaux, de chemises à soufflet et d'une pile de jeux de société aux boîtes usées. Derrière une couronne artificielle, je l'ai aperçu, une boîte à outils métallique rouge que je me rappelais depuis mon enfance. Papa y avait toujours gardé ses outils de précision, ceux qu'il ne voulait pas que nous touchions enfants. Les mains tremblantes, je l'ai tiré vers moi et j'ai défait les loquets. À l'intérieur, niché parmi des tournevis et des clés,
se trouvait une enveloppe en papier craft qui n'avait manifestement rien à faire là. J'ai jeté un coup d'œil vers la porte à nouveau, écoutant, toujours silencieux. J'ai ouvert l'enveloppe et fait glisser son contenu sur l'établi, utilisant ma lampe torche pour les examiner. Le souffle m'a manqué. Des photos, des dizaines, toutes de Stéphanie, mais pas de la femme soignée et contrôlée qui s'apprêtait à épouser mon frère. Celle-ci la montrait avec un autre homme, très intime et formant visiblement un couple. Les horodatage sur certaines des impressions numériques indiquaient des dates aussi récentes qu'il y a 2 mois. Sur une image particulièrement accablante, il s'embrassait devant la porte d'une chambre d'hôtel, sa main sur sa poitrine dans un geste de complicité évidente. Mon esprit s'est emballé alors que je continuais à trier les preuves. Des reçus d'hôtel montraient des réservations sous le nom de Stéphanie Wilson, et non Turner, qu'elle nous avait présenté comme son nom de jeune fille. Des relevés de cartes de crédit révélaient des achats de bijoux et de vêtements sur un compte appartenant à l'homme des photos, identifié comme Robert Carson sur la photocopie d'un permis de conduire. Le plus troublant était des documents suggérant que Stéphanie était déjà mariée, un certificat de mariage du Nevada la montrait mariée à Robert Carson 3 ans plus tôt, sans aucune trace de divorce parmi les papiers. Puis sont venus les documents financiers, des relevés bancaires montrant des virements systématiques depuis les comptes de Jason vers une banque offshore. De petites sommes au début, mais qui augmentaient ces derniers mois. Les soldes des comptes de mon frère avaient diminué de manière alarmante. Un mot adhésif avec ce qui semblait être des mots de passe de compte était attaché à un relevé. La dernière découverte m'a glacé le sang, des documents juridiques montrant que Stéphanie avait utilisé plusieurs identités au cours de la dernière décennie: Stéphanie Wilson, Stéphanie Blackwell, Stéphanie Reeves. Chaque identité accompagnait un numéro de sécurité sociale différent, des détails d'historique différents, mais toujours la même femme sur les photos d'identité. Je me suis redressé sur mes talons, l'esprit étourdi. Stéphanie ne faisait pas seulement qu'avoir une liaison, elle semblait orchestrer une escroquerie élaborée avec mon frère comme dernière victime. La précipitation soudaine des préparatifs du mariage, son insistance pour une cérémonie rapide, son comportement contrôlant. Tout prenait un sens terrible désormais. Que devais-je faire? Apporter les preuves directement à Jason? Me croirait-il seulement? J'avais vu comment il la regardait, à quel point il tenait à lui plaire. Et s'il rejetait ces documents comme étant faux ou manipulés? Après avoir pris des photos de tout avec mon téléphone en guise de sauvegarde, j'ai soigneusement replacé le contenu dans l'enveloppe, puis j'ai remis la boîte à outils à sa place sur l'étagère. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour planifier mon approche, mais je devais aussi agir vite. Le dîner de répétition était demain soir, et le mariage était prévu pour samedi après-midi. Trouver le sommeil était impossible. J'ai arpenté ma chambre pendant des heures, déchiré entre le désir de protéger mon frère et la peur de sa réaction. Au lever du jour, ma décision était prise, j'allais affronter Stéphanie directement, lui donner une chance de tout avouer avant d'apporter les preuves à Jason. Peut-être qu'une fois démasquée, elle partirait simplement. Cela briserait le cœur de Jason, mais ce serait moins dévastateur que de s'engager dans un mariage frauduleux pour se faire dépouiller et abandonner plus tard. J'ai trouvé mon opportunité lorsque Stéphanie est descendue tôt, se dirigeant vers la cuisine pour un café. Mes parents dormaient encore et Jason était parti pour un footing matinal, sa vieille habitude en cas de stress. Nous devons parler, ai-je dit doucement en refermant la porte de la cuisine derrière moi. Stéphanie a levé les yeux de la cafetière, son expression soigneusement neutre. Au sujet de Robert Carson, de l'argent que tu as pris sur les comptes de Jason, du fait que tu es apparemment toujours marié? J'ai gardé une voix basse mais ferme. Le changement dans son comportement a été instantané et glaçant. La chaleur soigneusement cultivée s'est évanouie, remplacée par un calcul froid alors qu'elle m'évaluait. Je ne sais pas ce que tu penses avoir trouvé, a-t-elle dit, sa voix d'un calme mortel, mais je te conseille de le garder pour toi. J'ai tout trouvé, Stéphanie. Ou quel que soit ton vrai nom. Les photos, les relevés bancaires, le certificat de mariage, tout. Tu dois partir avant de faire encore plus de mal à mon frère qu'il n'en a déjà subi. Elle a ri doucement, un son totalement dépourvu d'humour. Et tu penses que Jason va te croire? Sa sœur mentalement instable qui a toujours été jalouse de ses relations? La sœur qui est célibataire depuis des années pendant qu'il trouvait quelqu'un avec qui bâtir une vie? De quoi tu parles? Je ne suis pas instable. N'est-ce pas? Son sourire était vicieux. Ce n'est pas ce que ton dossier médical montrera quand j'en aurai fini, dépression, délire paranoïaque,
fabrication de preuves due à une jalousie pathologique. Jason m'a tout raconté sur ton historique de recherche d'attention. Je l'ai fixé, sans voix. Jason n'avait jamais rien dit de tel sur moi parce que ce n'était pas vrai. Nous avions toujours été proches, solidaires. Personne ne te croira, a-t-elle poursuivi en s'approchant. Je m'en suis assuré. Depuis des mois, je pose les jalons, de petits commentaires à tes parents disant que je m'inquiète pour ta santé mentale, des suggestions à Jason selon lesquelles ton comportement possessif envers lui pourrait nécessiter une aide professionnelle. Mon estomac s'est noué alors que je me rappelais de subtils changements dans le comportement de ma famille, la façon prudente dont ils tournaient parfois leurs phrases avec moi, les regards inquiets que j'avais attribués au stress du mariage. Tu ne t'en sortiras pas comme ça, ai-je dit, mais ma voix manquait de conviction. Les yeux de Stéphanie étaient froids lorsqu'elle a répondu « C'est déjà fait. Maintenant, sois une gentille petite sœur et garde tes délires pour toi, sinon je m'assurerai que tu le regrettes. Jason a un bon travail, d'excellents avantages sociaux. J'ai investi trop de temps là-dedans pour abandonner maintenant. » Elle est passée à côté de moi, me laissant seule dans la cuisine, l'odeur de son parfum coûteux persistant comme une menace dans l'air. Je me suis réveillé désorienté, la tête martelante. La lumière du soleil traversait la fenêtre de ma chambre selon un angle qui suggérait la fin de la matinée, ce qui ne pouvait pas être correct. Je ne dormais jamais passé 7 heures, surtout pas avec le dîner de répétition prévu ce soir. Lorsque j'ai essayé de me lever, un vertige m'a submergé. Je me suis rappelé avoir confronté Stéphanie dans la cuisine, puis être retourné dans ma chambre pour réfléchir. Après cela, plus rien. M'étais-je endormi ? Ce ne ressemblait pas à un sommeil naturel. J'ai tendu la main vers mon téléphone pour vérifier l'heure 12h47, mais il n'était pas sur ma table de chevet. Hébété, je me suis levé et suis allé jusqu'à la porte de ma chambre, tournant la poignée. Elle n'a pas bougé. Désormais totalement éveillé, j'ai secoué la poignée, puis j'ai frappé à la porte. Bonjour, il y a quelqu'un ? Je suis enfermé. Des voix étouffées venaient du bas, trop lointaines pour distinguer les mots, mais inconfondablement agitées. J'ai frappé plus fort. Maman, papa, que quelqu'un me laisse sortir. Des pas dans les escaliers, puis la voix de ma mère, tendue par l'inquiétude, allait, ma chérie, tu es réveillée. Maman, la porte est verrouillée. Laisse-moi sortir. Une pause. Je pense que tu devrais te reposer encore un peu, ma puce. Tu ne te sens pas bien. De quoi tu parles ? Je vais très bien. Quelqu'un m'a enfermé. Une autre voix a rejoint celle de ma mère, celle de Stéphanie, douce et inquiète, vous voyez ce que je veux dire ? La paranoïa empire. Elle s'est enfermée toute seule. Sandra, je l'ai vue faire hier soir pendant son épisode. Épisode ? Que diable se passait-il ? Maman, elle ment. Laisse-moi sortir tout de suite. La voix plus grave de mon père s'est ajoutée à la conversation, allez, s'il te plaît, calme-toi. Nous essayons de t'aider. M'aider en m'enfermant dans ma chambre ? Papa, écoute-moi. Stéphanie escroque Jason. Elle est déjà mariée à quelqu'un d'autre. Elle vole de l'argent sur ses comptes. J'ai trouvé des preuves dans le garage, dans la boîte à outils rouge. Un silence a suivi mon éclat, puis des murmures de concertation que je ne pouvais distinguer. Enfin, le bruit d'une clé tournant dans la serrure. La porte s'est ouverte pour révéler les visages inquiets de mes parents, Stéphanie se tenant derrière eux, l'image même de la compassion préoccupée. La boîte à outils, a dit papa en fronçant les sourcils. Allez, je n'ai plus de boîte à outils rouge depuis des années. Je m'en suis débarrassé lors du grand nettoyage l'été dernier. Tu te souviens. Je suis passé à côté d'eux vers le couloir. Ce n'est pas vrai. Je l'ai vu hier soir. Il y avait des photos, des documents. Ma chérie, l'a interrompu maman doucement, tu n'es pas allé dans le garage hier soir. Tu étais bouleversée. Stéphanie t'a trouvé en train de fouiller dans ses affaires personnelles dans sa chambre. Quand elle t'a confronté, tu as commencé à faire des accusations. Quoi ? Non. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Stéphanie a fait un pas en avant, son expression étant un chef-d'œuvre d'inquiétude. Allez, tu as dit que j'essayais de faire du mal à Jason. Tu as prétendu que j'avais un autre mari, que je volais. Quand j'ai essayé de te calmer, tu t'es enfermé dans ta chambre et tu as refusé de sortir. C'est un mensonge.
Je me suis tourné désespérément vers mes parents. Maman, papa, vous devez me croire. Vérifiez le garage. La preuve est là. Nous avons vérifié, a dit papa silencieusement. Après que Stéphanie nous a raconté ce qui s'était passé, j'ai cherché partout. Il n'y a pas de boîte à outils rouge, allait. Mon esprit tournait à toute vitesse. Elle avait dû la déplacer, cacher les preuves pendant que j'étais inconsciente. Mais comment m'avait-elle enfermée? Des serrures extérieures sur les portes de chambre n'étaient pas standards dans les maisons modernes. C'est alors que j'ai remarqué de petites rayures autour de ma poignée de porte. Des marques fraîches. Elle avait installé un verrou, probablement pendant que j'étais mystérieusement endormi. M'avait-elle drogué? Le café que j'avais bu pendant notre confrontation. Où est Jason, ai-je exigé. Sorti avec ses témoins, a dit maman. Nous avons pensé qu'il valait mieux qu'il se concentre sur sa journée plutôt que de s'inquiéter de cette situation. Mon téléphone. J'ai pris des photos de tout. Où est mon téléphone? Stéphanie a sorti mon téléphone de sa poche. Tu l'as fait tomber pendant ton épisode. Je le gardais en sécurité pour toi. Je le lui ai arraché des mains, naviguant rapidement vers mes photos. Mon cœur a coulé. Tout l'album était vide. Pas de photos d'épreuve. Rien. Tu les as supprimés, ai-je chuchoté. Supprimer quoi, allait, a demandé Stéphanie innocemment. Il n'y avait pas de photos. Tu as imaginé des choses. Je veux parler à Jason. Non, ce n'est pas une bonne idée, a commencé papa, mais il a été interrompu par le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait. Bonjour? Il y a quelqu'un? La voix de Jason a retenti depuis le bas. Je me suis précipité devant mes parents et Stéphanie, manquant de dévaler les escaliers dans ma hâte. Jason se tenait dans l'entrée, entouré de sacs de cadeaux issus du shopping des témoins. Son sourire s'est éteint lorsqu'il a vu mon visage. Jess, ai-je haleté, tu dois m'écouter. Stéphanie n'est pas celle qu'elle prétend être. Elle t'escroque. Elle est déjà mariée à quelqu'un d'autre, un homme nommé Robert Carson. Elle vole sur tes comptes. J'ai trouvé des preuves, mais elle les a cachées. L'expression de Jason est passée de la confusion à l'inquiétude, puis à quelque chose de plus dur. Derrière moi, j'ai entendu les autres descendre les escaliers. Jason, a dit Stéphanie, sa voix tremblant parfaitement, je suis tellement désolé. Je ne voulais pas te le dire ainsi. J'espérais qu'elle se calmerait. Me dire quoi, a demandé Jason en nous regardant tour à tour. Ta sœur a des difficultés, a-t-elle dit doucement. Hier soir, elle a fouillé dans mes affaires personnelles, puis a commencé à faire des accusations délirantes. Elle semble croire que je suis une sorte d'arnaqueuse. C'est vrai, ai-je insisté. Le visage de Jason s'est assombri. Allez, arrête. Stéphanie et moi avons des comptes joints parce que nous commençons une vie ensemble. Et nous faisons un mariage rapide parce que le cancer de sa mère pourrait empirer d'un jour à l'autre. Tu le sais. Je ne savais pas cela. Je n'avais jamais entendu parler d'une maladie de la mère de Stéphanie. Elle te ment, ai-je supplié. Vérifie le garage. La boîte à outils rouge. Quelle boîte à outils rouge, l'a interrompu Jason. Papa s'en est débarrassé il y a des années. Non, il ne l'a pas fait. Elle est toujours là où elle y était jusqu'à ce qu'elle la cache. Jason, s'il te plaît, tu dois me croire. La blessure dans ses yeux a coupé plus profondément que n'importe quel couteau. Ce que je crois, a-t-il dit lentement, c'est que tu fais une sorte de dépression. Stéphanie m'avait prévenu que tu semblais instable ces derniers temps, mais je t'ai défendu. J'ai dit que ma sœur ne saboterait jamais mon bonheur. J'essaie de te protéger. De quoi? De la meilleure chose qui m'est jamais arrivée? Il a secoué la tête. Je sais que tu n'es pas heureuse, allez. Je sais que ton entreprise bat de l'aile. Que tu es seule. Mais ce n'est pas la façon de gérer ça. Mon entreprise ne battait pas de l'aile. Je n'étais ni malheureuse ni seule. C'étaient les murmures empoisonnés de Stéphanie plantant des graines de doute depuis des mois. Jason, a dit mon père en posant une main sur son épaule, ta mère et moi pensons qu'il serait préférable qu'elle prenne un peu de recul. Peut-être qu'elle ne devrait pas venir au dîner de répétition ce soir. Vous voulez que je manque le dîner de répétition de mon seul frère? Ai-je demandé, incrédule.
Je pense, a dit Jason sans croiser mon regard, que ce serait pour le mieux. La trahison était complète. Toute ma famille s'était retournée contre moi, manipulée par la femme qui se tenait là à observer avec une inquiétude parfaitement simulée. Derrière le masque, je pouvais voir son triomphe. Je me suis retiré dans ma chambre, m'enfermant cette fois-ci de l'intérieur. Par la fenêtre, j'ai regardé Jason et Stéphanie partir ensemble, son bras autour de ses épaules de façon protectrice. Mes parents sont partis peu après pour les ultimes arrangements de la salle. Seul dans la maison qui ne ressemblait plus à chez moi, je me suis effondré sur mon lit, complètement anéanti. Comment tout avait-il pu tourner si mal si vite? Comment Stéphanie avait-elle réussi à retourner ma famille contre moi à ce point? Mon téléphone a vibré avec un texto du même numéro inconnu, je suis désolé. J'ai essayé de te prévenir. Rejoins-moi au café Riverside à 15h. Je peux t'aider. N'ayant plus rien à perdre, j'ai attrapé mon sac à main et mes clés de voiture. Quel que soit cet informateur mystérieux, il était désormais mon seul espoir de sauver mon frère. Le café Riverside se trouvait à la limite du centre-ville de Westport, son extérieur patiné donnant sur la rivière Saugatuck. J'avais choisi une table d'angle avec une vue dégagée sur l'entrée, mes nerfs à vif alors que j'attendais l'apparition de mon contact anonyme. À 15h précises, un homme d'environ mon âge est entré, taille moyenne, silhouette mince, lunettes à monture sombre et le regard vigilant de quelqu'un qui en a trop vu. Il a balayé la pièce, son regard se posant finalement sur moi. Avec une détermination calme, il s'est approché de ma table. « Allez Montgomery ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête avec précaution. « Je suis Alex Carson », a-t-il dit en me tendant la main. « Le frère de Robert ?» Le nom m'a frappé comme un coup physique. Robert Carson. Le mari de Stéphanie? L'un d'eux, a-t-il répondu en s'asseyant en face de moi. Je traque Stéphanie ou Melissa, comme mon frère la connaissait depuis 2 ans maintenant. Melissa a plusieurs noms, Stéphanie Turner pour ton frère, Melissa Roberts pour le mien, Amanda Collins pour sa victime précédente. Sa voix contenait une amertume issue d'une profonde douleur personnelle. Mon frère s'est suicidé il y a 18 mois après qu'elle a vidé ses comptes et disparu. Je l'ai fixé, l'horreur et la confirmation m'envahissant à parts égales. Je suis tellement désolé. Mais pourquoi n'êtes-vous pas allé voir la police? Je l'ai fait, a dit Alex en commandant un café au serveur qui s'approchait. Ils ont enquêté, mais elle est douée pour effacer ses traces. Au moment où ils ont eu assez de preuves pour un mandat d'arrêt, elle avait disparu. Je suis ses traces depuis, prévenant ses victimes potentielles quand j'arrive à les identifier à temps. Les textos, ai-je dit. Les preuves dans le garage? Il a hoché la tête. J'ai déposé les documents là où je pensais que tu les trouverais. Je rassemble des preuves contre elle depuis des mois, relevés financiers, documents d'identité, photographies. Quand j'ai appris qu'elle épousait ton frère, j'ai essayé de le prévenir directement, mais elle intercepte ses appels et ses emails. Elle a retourné ma famille contre moi, ai-je dit, la douleur étant encore fraîche. Elle leur a fait croire que je faisais une sorte de dépression. Une manipulation classique, a confirmé Alex. Elle isole ses cibles de quiconque pourrait interférer. Avec mon frère, elle l'a convaincu que j'étais jaloux de leur relation, que j'étais instable. Au moment où il a réalisé la vérité, elle avait tout ce qu'elle voulait, et il avait trop honte pour se battre. Le mariage de mon frère est demain, ai-je dit, le désespoir montant. Comment la stopper? Alex s'est penché en avant. J'ai les doubles de tout ce qui se trouvait dans cette boîte à outils, et plus encore que j'ai rassemblé depuis. Mais nous devons agir vite. Si ta famille ne veut pas écouter, il nous faut une preuve irréfutable. Une preuve qu'ils ne peuvent pas ignorer. Qu'est-ce que tu as en tête? Stéphanie loge à l'auberge de Westport ce soir, n'est-ce pas? La traditionnelle nuit séparée avant le mariage. J'ai hoché la tête. Avec ces demoiselles d'honneur. Ces demoiselles d'honneur qui ont toutes opportunément dû arriver juste avant la cérémonie et ne logeront pas à l'hôtel, a demandé Alex sciemment. Comment le sais-tu? Parce qu'elles n'existent pas, a-t-il dit platement. Ce sont des amies fictives qu'elle invente pour créer l'illusion d'une vie sociale normale. Ce soir, elle sera seule dans cette chambre d'hôtel à finaliser ses plans. Tu penses qu'on devrait s'introduire dans sa chambre, ai-je demandé, alarmé. Pas s'introduire. J'ai réservé la chambre communicante il y a des semaines, en anticipant cela.
Le verrou entre les chambres communicantes est simple à contourner. Cela semblait fou, possiblement illégal. Mais quel choix avais-je? Mon frère s'apprêtait à épouser une criminelle qui avait déjà poussé un homme au suicide. Qu'est-ce qu'on chercherait? Son vrai téléphone, pas celui que ton frère connaît. Ses vrais documents financiers, et surtout, sa stratégie de sortie. Elle ne reste jamais après la lune de miel. Il y aura des billets, de nouveaux documents d'identité, des plans pour sa fuite. J'ai pris une profonde inspiration. D'accord. J'en suis. Nous avons passé les 2 heures suivantes à revoir les preuves d'Alex, des photographies de Stéphanie avec Robert, des relevés bancaires montrant des retraits systématiques, des certificats de mariage, des documents d'identité sous plusieurs noms. Il avait mené des recherches méticuleuses, découvrant même des victimes précédentes dans 3 autres États. Elle vise des hommes qui réussissent, avec peu de liens familiaux proches, a expliqué Alex. Ton frère est une exception. Elle évite normalement les victimes ayant des relations familiales très serrées. Elle a dû voir quelque chose de particulièrement précieux pour prendre le risque. Jason vient de devenir associé dans son cabinet d'avocat, ai-je dit doucement. Il a mentionné la création d'un fonds de fiducie pour ses futurs enfants. Alex a hoché la tête sombrement. Ça explique tout. À 18 heures, nous avions formulé notre plan. Pendant que ma famille assisterait au dîner de répétition sans moi, Alex et moi fouillerions la chambre d'hôtel de Stéphanie. Si nous trouvions ce que nous espérions, nous affronterions Jason avec les preuves avant la cérémonie demain. Sois prête, m'a averti Alex alors que nous nous séparions. Elle est dangereuse quand elle est acculée. Pas physiquement violente pour autant que je sache, mais impitoyable d'autres manières. Ce soir-là, j'ai envoyé un texto à ma mère lui disant que je logeais chez une amie pour faire le point et que je les verrais demain. L'absence de réponse en disait long sur les dégâts que Stéphanie avait causés à mes relations familiales. À 19h30, j'ai rejoint Alex sur le parking de l'auberge de Westport, un nœud d'anxiété me serrant l'estomac. Nous sommes entrés séparément, Alex se dirigeant directement vers sa chambre tandis que je m'attardais dans le hall, guettant le moindre signe de Stéphanie. 20 minutes plus tard, je me suis glissé dans la chambre d'Alex, la chambre 214, adjacente à la 216 de Stéphanie. Elle est partie il y a environ 10 minutes, a-t-il rapporté. Habillée pour dîner. Je parie qu'elle rejoint son vrai partenaire pour finaliser les détails. Son vrai partenaire? Elle ne travaille pas seule, a expliqué Alex en sortant un petit outil de son sac. Travaillant avec précaution, Alex a désactivé le verrou de la porte communicante. Nous sommes entrés dans la chambre de Stéphanie en silence, balayant rapidement l'espace du regard. C'était impeccable, sa valise soigneusement rangée, la robe de mariée suspendue dans un housse. Vérifie le coffre-fort, a chuchoté Alex en se dirigeant vers le sac de son ordinateur portable. Le coffre de l'hôtel était déverrouillé et vide. Je me suis dirigé vers sa valise, fouillant prudemment les couches de vêtements précisément pliées. Sous sa lingerie, mes doigts ont touché quelque chose de dur, un double fond. Je l'ai ouvert pour révéler un compartiment caché contenant un second téléphone, un passeport au nom de Catherine Miller et une petite clé USB. Alex, ai-je chuchoté, j'ai trouvé quelque chose. Il m'a rejointe, examinant les objets. Le kit de fuite, a-t-il confirmé. Vérifions le téléphone. Le téléphone était protégé par une empreinte digitale, mais pas la clé USB. Alex l'a branché sur son ordinateur, révélant des dizaines de fichiers, des informations financières détaillées sur les comptes de Jason, des copies de ses documents d'identité, le plus effrayant, des autorisations de virement prêtes à être exécutées. Déplaçant près de 2 millions de dollars vers des comptes offshore. C'est daté de mardi prochain, ai-je dit en pointant l'écran, pendant leur lune de miel. Elle travaille vite, a noté Alex sombrement. Une fois l'argent transféré, elle disparaîtra. Nous avons continué à chercher, trouvant des confirmations de vol pour le Belize, un seul billet, partant mercredi prochain. Comme Alex l'avait prédit, elle n'avait aucune intention de revenir de sa lune de miel avec Jason. Le plus troublant était un petit flacon de pilules sans étiquette caché dans une trousse de toilette. Alex les a photographiés soigneusement. Des sédatifs, a-t-il dit, très puissants. Elle a utilisé des substances similaires sur mon frère. Ça les rend dociles pendant les étapes finales. Le son d'une carte magnétique dans la porte nous a figés tous les deux. Stéphanie était de retour plus tôt que prévu. Vite, a sifflé Alex en attrapant son ordinateur.
Nous nous sommes repliés vers la porte communicante, mais avant que nous ne puissions la fermer complètement, Stéphanie est entrée. Ses yeux se sont agrandis de stupeur, puis se sont plissés dangereusement. « Eh bien » a-t-elle dit, sa voix d'un calme effrayant. « Voilà qui est inattendu. »« C'est fini, Stéphanie » ai-je dit en serrant les preuves que nous avions rassemblées. « Ou devrais-je t'appeler Catherine, ou Mélissa ?» Son regard s'est déplacé vers Alex, la réalisation lui apparaissant. « Carson » a-t-elle dit platement. « J'aurais dû me douter que tu finirais par me trouver. »« Tu as tué mon frère » a dit Alex, sa voix tremblant légèrement. « Pas directement, mais tu aurais tout aussi bien pu lui mettre l'arme dans la main. »« Robert était faible » a-t-elle répondu froidement. « Ton frère a fait ses propres choix. Comme tu forces Jason à faire les siens, ai-je lancé. En le droguant, en le volant ?» Un sourire dangereux a glissé sur ses lèvres. « Jason ne croira pas un mot venant de vous deux. Pas maintenant. Je m'en suis assuré. Nous avons des preuves, ai-je dit en désignant la clé USB et le téléphone. Des documents, des virements, ton plan de fuite, tout. Et vous pensez que ce sera suffisant? Elle a ri, un son glaçant et dénué d'humour. Vous vous êtes introduit dans ma chambre d'hôtel, vous avez volé mes affaires personnelles. Tout ce que vous avez trouvé ressemblera exactement à ce que c'est, une tentative désespérée d'une femme mentalement instable pour saboter le bonheur de son frère. Elle a fait un pas vers moi, sa voix descendant à un chuchotement venimeux. Si tu essaies d'arrêter ce mariage, je détruirai Jason complètement. Pas seulement financièrement. Je ruinerai sa réputation, sa carrière, tout. Quand j'en aurai fini, il souhaitera être mort, tout comme Robert. La malice pure de ces mots m'a frappé au silence. Ce n'était pas seulement une arnaqueuse, c'était quelqu'un qui aimait faire du mal. Tu ne t'en sortiras pas comme ça, a dit Alex. Pas cette fois. C'est déjà fait, a répondu Stéphanie avec assurance. Maintenant, sortez avant que j'appelle la sécurité et que je vous fasse arrêter tous les deux pour violation de domicile. Alors que nous nous retirions par la porte communicante, Stéphanie m'a appelé, à tout à l'heure à l'hôtel, chère sœur. Essaie de sourire pour les photos. De retour dans la chambre d'Alex, je me suis effondrée sur le bord du lit, tremblante. Elle a raison. Si nous apportons ça à Jason maintenant, il ne nous croira pas. Elle l'a complètement empoisonné contre moi. Alors nous n'allons pas voir Jason, a dit Alex en vérifiant son téléphone. Pas encore. Que veux-tu dire? Il a brandi son téléphone, montrant une application d'enregistrement en cours d'exécution. J'ai tout enregistré. Ses menaces, son aveu sur les médicaments, tout. Ça ne tiendra peut-être pas au tribunal, mais ce sera peut-être suffisant pour que ton frère écoute. L'espoir a rejailli faiblement. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, a dit Alex sombrement, nous nous préparons à interrompre un mariage. Les jours de mariage sont censés être remplis de joie, de célébration, avec cette magie unique qui découle du fait de voir deux personnes s'engager l'une envers l'autre. Alors que je fixais mon reflet dans le miroir, lissant la robe de demoiselle d'honneur bleu clair qu'on m'avait ordonné de porter, je ne ressentais que de l'effroi. Mes parents m'avaient laissé un mot sec avec l'adresse ce matin-là, m'informant que malgré les événements récents, ils s'attendaient à ce que je remplisse mon rôle durant la cérémonie. La famille présenterait un front uni. Les problèmes pourraient être abordés après la lune de miel. D'ici là, il serait trop tard, Jason serait drogué, ses comptes vidés, son cœur brisé. Je ne pouvais pas laisser cela se produire, même si cela signifiait que ma famille ne me le pardonnerait jamais. Alex et moi avions passé la majeure partie de la nuit à préparer notre approche. Le mariage était prévu pour 14 heures à l'église épiscopale Saint-Luc, suivi d'une réception au Country Club de Westport. Nous avions convenu qu'affronter Stéphanie avant la cérémonie était trop risqué, elle me ferait simplement expulser, possiblement par la force. Notre seule option était d'attendre le moment que les officiants de mariage demandent théâtralement depuis des siècles, si quelqu'un s'oppose à ce mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Ce n'était pas subtil, ce n'était pas élégant, mais c'était notre seule chance de présenter nos preuves devant des témoins, y compris Jason. Je suis arrivé à l'église une heure plus tôt, comme ordonné, rejoignant ma mère et les autres demoiselles d'honneur qui, contrairement aux mensonges de Stéphanie, existaient bien que j'ai remarqué qu'elle semblait à peine la connaître dans la salle de préparation. Stéphanie m'a totalement ignoré, se concentrant sur de minuscules ajustements de son voile, tandis que ma mère tournoyait anxieusement à proximité.
Tu es magnifique, a dit maman à Stéphanie, qui portait une robe de créateur qui coûtait probablement plus cher que mon loyer annuel. Merci, Sandra, a répondu chaleureusement Stéphanie. Je suis tellement reconnaissante d'intégrer votre famille. La fausseté calculée m'a retourné l'estomac. Je me suis éclipsé aux toilettes, envoyant un texto à Alex pour confirmer qu'il était en position. Assis près du fond, est venue sa réponse. Présentation USB prête sur l'ordinateur. Enregistrement calé. Prêt quand tu le es. L'heure suivante s'est déroulée dans un flou de photographie, de répétition du cortège et d'ajustement de dernière minute. J'ai aperçu Jason, beau dans son tuxedo, mais visiblement tendu, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Avait-il des doutes, ou était-ce juste le trac normal du mariage? Avant que je ne m'en rende compte, la musique a commencé. Les demoiselles d'honneur ont remonté l'allée une par une. Puis ce fut mon tour, marchant mécaniquement devant les rangées d'invités, sentant leurs regards curieux. Nul doute que Stéphanie s'était assurée que les rumeurs de ma dépression aient largement circulé. J'ai pris ma place à l'hôtel, regardant les portes s'ouvrir et Stéphanie apparaître au bras de mon père, une vision en blanc, la mariée parfaite. Si vous ne saviez pas ce qui se cachait sous la surface, vous n'auriez jamais suspecté le calcul dans son sourire, l'évaluation prédatrice dans ses yeux alors qu'elle s'approchait de sa cible. La cérémonie s'est déroulée avec une lenteur insupportable. L'officiant a parlé d'amour et d'engagement, de confiance et de partenariat, des mots qui sont devenus des cendres dans ma bouche sachant ce que Stéphanie planifiait. Jason a récité ses vœux d'une voix qui me semblait creuse. Stéphanie a prononcé les siens avec une sincérité travaillée qui a trompé tout le monde, sauf moi et l'homme assis tendument au dernier rang. Enfin, le moment est arrivé, si quelqu'un peut montrer une juste cause pour laquelle ce couple ne peut être légitimement uni par les liens du mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. La pause traditionnelle a eu lieu, mon cœur martelait dans ma poitrine. C'était maintenant ou jamais. Je le peux, ai-je dit, ma voix plus forte que je ne l'espérais. Je m'oppose à ce mariage. Un hoquet collectif a parcouru l'assemblée. Jason s'est tourné vers moi, son visage étant un masque de douleur et de colère. Les yeux de Stéphanie ont étincelé d'une fureur froide sous son voile. Allez, a dit l'officiant, incertain, c'est tout à fait inhabituel. Mon frère est en train de se faire escroquer, ai-je poursuivi en faisant un pas en avant. La femme qu'il s'apprête à épouser est déjà mariée à quelqu'un d'autre. Elle a systématiquement volé sur ses comptes et prévoit de disparaître pendant leur lune de miel. Des murmures de choc se sont répandus dans l'église. Ma mère s'est couvert le visage de ses mains. Mon père est resté figé, à moitié levé de son siège. Elle ne va pas bien, a dit haut et fort Stéphanie en se cramponnant au bras de Jason. Ma pauvre belle-sœur lutte contre des délires. Nous avons essayé de lui obtenir de l'aide. J'ai des preuves, ai-je insisté, faisant un signe de tête à Alex, qui s'est levé et s'est avancé vers l'avant avec son ordinateur portable. Des documents, des enregistrements, des photographies, tout. Le visage de Jason s'était vidé de ses couleurs. Allez, arrête ça tout de suite. Écoute-moi, Jason. S'il te plaît, regarde juste les preuves. Si j'ai tort, je ne m'immiscerai plus jamais dans ta vie, je le jure. Alex nous avait rejoints, installant son ordinateur sur une petite table basse près de l'autel. Je m'appelle Alex Carson, a-t-il annoncé à la congrégation stupéfaite. Mon frère Robert était marié à cette femme sous le nom de Melissa Roberts. Elle a vidé ses comptes et a disparu. Il y a 18 mois, il s'est donné la mort. Le masque serein de Stéphanie a commencé à glisser, ses yeux se posant frénétiquement vers les sorties. C'est absurde, a-t-elle dit, mais l'incertitude s'était glissée dans sa voix. Jason, fais-les arrêter ce spectacle ridicule. Regarde simplement, ai-je supplié mon frère. C'est tout ce que je demande. Quelque chose dans ma voix a dû l'atteindre. Peut-être qu'une partie de lui avait entretenu ses propres doutes. Avec une réticence visible, il s'est avancé vers l'ordinateur. Alex a affiché les documents. Nous avons découvert le certificat de mariage montrant le mariage de Stéphanie avec Robert Carson, des relevés bancaires révélant des virements systématiques depuis les comptes de Jason, des confirmations de vol pour une personne vers le Belize. Ça pourrait être fabriqué, a dit Jason, mais sa voix manquait de conviction. Écoute ça, a dit doucement Alex en lançant l'enregistrement de la chambre d'hôtel. La voix de Stéphanie a rempli l'église, claire et inconfondable, si tu essaies d'arrêter ce mariage, je détruirai Jason complètement.
Pas seulement financièrement. Je ruinerai sa réputation, sa carrière, tout. Quand j'en aurai fini, il souhaitera être mort, tout comme Robert. Jason a reculé comme s'il avait été physiquement frappé. Il s'est tourné vers Stéphanie, cherchant dans son visage. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Avant qu'elle ne puisse répondre, les portes de l'église se sont ouvertes avec fracas. Un officier de police est entré, suivi d'un homme que je ne connaissais pas. Melissa Roberts a lancé l'officier. Où préférez-vous Stéphanie Turner maintenant? L'homme à côté de l'officier s'est avancé, le visage sombre. C'est elle, officier. C'est ma femme. C'était Robert Carson, pas mort comme Stéphanie nous l'avait prétendu, mais bien vivant. Le visage d'Alex affichait autant de choc que n'importe qui d'autre. Robert, a-t-il haleté. Comment? Ton enquêteur m'a trouvé à Tucson la semaine dernière, a expliqué Robert. Je ne me suis jamais suicidé. C'était juste un autre de ses mensonges. Le chaos a éclaté dans l'église. Stéphanie ou Melissa a soudainement pris la fuite, me bousculant pour se diriger vers une porte latérale. L'officier s'est déplacé rapidement, l'interceptant avant qu'elle ne puisse s'échapper. Alors qu'il lui lisait ses droits, fixant les menottes autour de ses poignets, elle m'a fixé avec un regard de haine pure. Tu le regretteras, a-t-elle sifflé pendant qu'on l'emmenait. À la suite de cela, les invités se sont dispersés en groupes confus et chuchotants. Jason est resté seul à l'hôtel, fixant l'endroit où sa fiancée se tenait quelques instants plus tôt. Je me suis approché de lui prudemment. Jason, je suis tellement désolé. Il m'a regardé, son expression brisée. Tout ce temps, tu essayais de me protéger. Je ne te ferai jamais de mal, ai-je dit doucement. Tu es mon frère. Il m'a attiré dans une étreinte éperdue, son corps tremblant d'émotion. Je ne t'ai pas cru. Je l'ai choisi plutôt que toi. Comment pourras-tu jamais me pardonner? Il n'y a rien à pardonner, les jeux assurés. Elle nous a tous manipulés. Nos parents nous ont rejoints, tous deux l'air sous le choc. Maman pleurait, le bras de papa serré autour de ses épaules. Nous aurions dû écouter, a dit papa, sa voix rauque d'émotion. Nous vous avons déçus tous les deux. Non, ai-je insisté. Stéphanie, ou quel que soit son nom, est une experte en la matière. Elle savait exactement comment nous retourner les uns contre les autres. Alors que l'église se vidait, Alex s'est approché avec Robert. Les retrouvailles entre les frères Carson ont été émouvantes. Alex avait sincèrement cru son frère mort, une déception que Stéphanie avait soigneusement élaborée pour s'assurer qu'Alex ne puisse pas contacter Robert directement pendant ses manœuvres. Elle m'a dit qu'Alex avait fait une dépression nerveuse et répandait des mensonges sur moi, a expliqué Robert. Je l'ai totalement cru, j'ai même changé de numéro de téléphone et déménagé pour l'empêcher de me harceler. Ce n'est que lorsque l'enquêteur m'a montré des preuves que j'ai réalisé ce qui s'était passé. Plus tard, dans ce qui aurait dû être le lieu de la réception, notre groupe réduit juste la famille et les frères Carson est resté abasourdi, assimilant les événements de la journée. Elle allait disparaître pendant notre lune de miel, a dit Jason d'une voix creuse, fixant les preuves étalées devant lui, me droger et vider nos comptes pendant que j'étais incapacité. Elle l'a déjà fait, a confirmé Robert. 3 fois à notre connaissance. La police pense qu'il pourrait y avoir d'autres victimes, a ajouté Alex. Il rouvre des enquêtes dans plusieurs États. Mon frère a levé les yeux vers moi, ses yeux rougis mais clairs. Tu m'as sauvé, aïe. Si tu n'avais pas été aussi têtu, aussi déterminé. J'ai pressé sa main. C'est ce que font les frères et sœurs. On veille les uns sur les autres. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur ce qui aurait dû être le jour du mariage de mon frère, notre famille s'est rassemblée dans le salon de mes parents. L'atmosphère était sombre mais d'une certaine façon plus légère, comme si une présence toxique avait été balayée de notre milieu. Que se passe-t-il maintenant, a demandé doucement maman. La police va monter son dossier, a dit papa. Jason aura peut-être besoin de témoigner. Jason a hoché la tête, son expression déterminée malgré sa douleur. Je ferai tout ce qu'il faut pour m'assurer qu'elle ne puisse plus faire ça à personne d'autre. J'ai regardé autour de moi ma famille, blessée mais intacte, trahie mais pas brisée. Le chemin vers la guérison serait long, mais nous le parcourions ensemble. 6 mois peuvent tout changer. Alors que je me garais devant la maison de mes parents par une fraîche soirée d'automne,
je m'émerveillais du chemin parcouru par nous tous depuis ce jour de mariage désastreux en avril. Jason avait transformé la salle à manger familiale en une tradition hebdomadaire, des dîners le jeudi soir où nous nous reconnections, reconstruisions la confiance et guérissions lentement nos relations fracturées. Ce soir, c'était notre 24e rassemblement consécutif. À l'intérieur, la maison sentait la célèbre lasagne de papa. Maman dressait la table avec la belle vaisselle, non pas parce que l'occasion était spéciale, mais parce qu'elle avait décidé que la vie était trop courte pour réserver les belles choses à un jour. Parfait timing, a-t-elle lancé en m'apercevant dans l'encadrement de la porte. Jason est déjà là. J'ai trouvé mon frère dans la cuisine, préparant de main de maître une salade. À 36 ans, il paraissait plus jeune qu'il y a 6 mois. Les cernes sous ses yeux avaient disparu, son sourire était à nouveau sincère. Il s'était investi dans une thérapie après l'arrestation de Stéphanie, surmontant le traumatisme et la trahison avec détermination. « Salut Frangine », m'a-t-il accueilli en m'attirant dans un câlin d'un bras. De tels moments ordinaires étaient devenus précieux pour nous tous. Pendant le dîner, nous avons parlé de tout et de rien, le nouveau club de lecture de maman, les projets de menuiserie de papa, le brownstone historique que je rénovais à Boston. Une conversation familiale normale que nous aurions pu autrefois prendre pour acquise. J'ai eu un appel du procureur aujourd'hui, a dit Jason pendant un temps mort. L'accord de plaider coupable est finalisé. Stéphanie ou Mélissa, ou quel que soit son nom, a accepté 15 ans sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans. Nous avons tous assimilé cette nouvelle en silence. L'enquête avait finalement identifié cette victime dans 5 États, y compris Jason et Robert Carson. Les crimes financiers seuls auraient signifié une peine de prison importante, mais la soumission chimique et le vol d'identité avaient considérablement alourdi les charges. « Comment tu te sens par rapport à ça ?» ai-je demandé prudemment à Jason. Il a réfléchi à la question, faisant tourner des pattes autour de sa fourchette. Soulagé surtout. Que ce soit fini, qu'elle ne puisse plus faire de mal à personne pendant longtemps. Il a levé les yeux, son expression méditative. Le plus dur a été d'accepter que la personne que je pensais connaître n'a jamais existé. Je n'ai pas seulement été trahi, j'ai été totalement dupe. Nous l'avons tous été, lui a rappelé papa. Elle était extraordinairement convaincante. C'est ce qui rend les gens comme elle si dangereux, ai-je ajouté. Ils étudient leur cible, découvrent exactement ce que nous voulons entendre, ce que nous avons besoin de croire. Jason avait perdu près de 300 000 $ à cause des vols systématiques de Stéphanie et de l'argent qu'il ne récupérerait probablement jamais. Mais comme il le disait souvent, c'était un petit prix à payer par rapport à ce qui aurait pu se passer si le mariage s'était déroulé comme prévu. « Comment va Alex ?» a demandé maman en passant le pain à l'ail. « Tu as eu de ces nouvelles récemment ?» La question m'était adressée, accompagnée d'un sourire connive qui m'a fait légèrement rougir. Alex Carson et moi avions développé une amitié à la suite de l'arrestation de Stéphanie, qui s'était progressivement transformée en quelque chose de plus. « Il va bien ?» ai-je répondu. Le groupe de soutien qu'il a lancé pour les victimes de fraude prend vraiment de l'ampleur. 3 antennes maintenant dans différents États. Alex avait canalisé sa douleur vers un objectif, créant un réseau pour les personnes victimes d'escrocs sentimentaux. Les dégâts psychologiques surdouent souvent la perte financière, avait-il découvert, et peu de ressources existaient pour la reconstruction. On va le voir ce week-end, a demandé papa pour la sortie au chalet. Il sera là, ai-je confirmé. Nous avions planifié un week-end en famille dans un chalet au bord d'un lac, nos premières vraies vacances ensemble depuis le désastre du mariage. Alex se joindrait à nous avec Robert, qui était devenu un ajout inattendu à notre cercle élargi. Après le dîner, Jason et moi nous sommes retrouvés sur la balancelle du porche arrière, exactement comme lors de nombreuses soirées de notre enfance. La nuit était fraîche, les étoiles émergeaient dans le ciel s'assombrissant. « Je ne t'ai jamais correctement remercié », a dit doucement Jason. « Tu n'as pas besoin de le faire. »« Si, je le dois », a-t-il insisté. « Tu as tout risqué à notre relation, ta place dans la famille. Tu as continué à te battre pour moi-même quand je t'ai rejeté complètement. » J'ai appuyé ma tête contre son épaule, le geste familier nous réconfortant tous les deux. C'est ça, l'amour, n'est-ce pas? Croire en quelqu'un même quand il ne croit plus en lui-même. J'essaie de voir ça comme une dure leçon, a-t-il poursuivi, sur le fait de faire confiance à mes instincts, de reconnaître quand quelque chose ne va pas. Même si je ne peux pas expliquer pourquoi. J'ai hoché la tête, comprenant parfaitement.
Au cours des mois qui ont suivi l'arrestation de Stéphanie, nous avions tous réfléchi aux subtils signaux d'alarme que nous avions ignorés, aux incohérences dans ses histoires, aux excuses commodes, à la façon dont elle isolait Jason de ses proches. Le détective qui a travaillé sur l'affaire m'a dit quelque chose qui m'est resté, ai-je partagé. Il a dit que les escrocs étudient la psychologie humaine mieux que la plupart des thérapeutes. Ils savent que nous voulons croire le meilleur des gens, surtout de ceux que nous aimons. Ils comptent sur notre capacité à nous auto-illusionner et sur notre peur de paraître ridicule ou paranoïaque. Exactement, a ajouté Jason avec regret. Nous sommes restés un moment dans un silence complice, la balancelle grinçant doucement. Je refréquente quelqu'un, a dit soudainement Jason. Rien de sérieux, juste des cafés pour l'instant. Je me suis tourné vers lui, surprise et ravi. Jason, c'est génial. C'est qui? Quelqu'un de mon groupe de thérapie, en fait. Elle a traversé quelque chose de similaire avec son ex-mari. On prend ça extrêmement lentement. Vérification d'antécédents incluse, a-t-il ajouté avec un sourire d'autodérision. Je suis fier de toi, lui ai-je dit sincèrement. Ce serait si facile de se fermer complètement après ce qui s'est passé. Ce serait laisser Stéphanie gagner, a-t-il dit simplement. Et j'en ai fini de la laisser me prendre des choses. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai réfléchi à la façon dont notre famille avait émergé de cette épreuve. Les blessures n'étaient pas complètement guéries et peut-être ne le seraient-elles jamais, mais nous avions grandi plus fort là où nous avions été brisés. Mes parents avaient appris à écouter plus attentivement, à remettre en question leurs certitudes. Jason avait développé un sens plus sain de la protection de soi sans devenir cynique. Et j'avais découvert un courage que je ne savais pas posséder. La leçon la plus profonde pour nous tous avait été la confiance. Non seulement en qui faire confiance, mais en comment faire confiance à nos propres perceptions même lorsque les autres doutent de nous. Il y a une force particulière qui découle du fait de se tenir seul pour ce qu'on sait être juste, même lorsqu'il serait plus facile de garder le silence. Aussi difficile qu'ait été l'expérience, elle nous avait tous donné une appréciation plus profonde pour les relations authentiques et des connexions bâties sur l'honnêteté et l'acceptation plutôt que sur la manipulation et la tromperie. Nous nous étions rappelés de ce qui importe vraiment, non pas le mariage parfait ou l'image soigneusement façonnée, mais l'amour désordonné, compliqué et sincère d'une famille. La vie ne vient pas avec des garanties. Les gens nous décevront, nous trahiront et essaieront parfois de nous faire du mal. Mais si nous avons de la chance, nous avons aussi des proches qui se tiendront à nos côtés dans les moments les plus sombres, qui croiront en nous quand toutes les preuves indiquent le contraire, qui se battront pour nous quand nous ne pouvons plus nous battre pour nous-mêmes. Pour moi, cette certitude vaut toute la douleur qu'il a fallu pour l'apprendre. Que feriez-vous si vous soupçonniez qu'un proche est victime d'une tromperie? Auriez-vous le courage de parler, même si cela signifiait risquer vos relations? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si cette histoire vous a parlé. Souvenez-vous, parfois, les vérités les plus importantes sont les plus difficiles à dire, mais ce sont aussi celles qui valent le plus la peine de se battre. Merci d'avoir écouté mon histoire, et puissiez-vous toujours faire confiance à vos instincts quand quelque chose ne vous semble pas juste.